bienvenue sur la chaîne YouTube Motor Live. Alors, Alexis, où sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on est en Suisse, au musée de la moto, de la film. C'est tout nouveau, ça vient d'ouvrir. On va vous faire découvrir ça, vous allez voir, c'est top. Un musée de la moto, un musée de la compétition moto. Et on va tout vous faire découvrir dans cette vidéo. Il y a des petites interviews, des petites capsules. On vous présente toutes les facettes de ce tout nouveau musée. Alors évidemment, dans ce musée, il y a de très belles machines de vitesse. Venez avec moi, je vais vous montrer, on a des pépites. La 50 d'Angel Nieto de 69. Celle-là, vous la reconnaissez, la moto avec laquelle Marco Simoncelli a été champion du monde 250 en 2008. Là, on a une moto de Kenny Roberts. Attention, c'est un piège, c'est pas sa 500 de 78, c'est la 750 avec laquelle il a terminé vice-champion du monde 750 en 78. Michael Wood, une pépite, 1967. Des motos d'endurance aussi, cette Honda Léon Chemarin de 77, une moto du CERT, année 2020, championne du monde évidemment, cette G6R avec le CERT. Et puis là, on a des motos aussi mythiques, la M1 de Valentino Rossi 2004 avec laquelle il a eu son premier titre avec Yamaha, Jonathan Rea, la ZX10R, frappé du numéro 1, 6 titres de champion du monde, Jonathan Rea avec cette Kawasaki. Marc Marquez, sa moto de 2018. Giacomo Agostini, on est en 1967, champion du monde 500 avec cette moto, avec cette MV Agusta. Et puis Max Biaggi, RSV 250, champion du monde 1995. J'avais envie de vous parler un petit peu plus de cette moto-là, la moto de Valentino Rossi en 2004, la M1. On s'en souvient, il venait d'être champion du monde avec Honda en 2003. Il passe chez Yamaha, une moto qui à l'époque ne gagnait aucune course. Et il est vainqueur dès le premier Grand Prix de la saison à Welcome. On s'en souvient, il fait un bisou à sa moto à la fin de la course. Et il sera champion du monde en fin d'année avec cette moto pour Yamaha. Il gagnera 4 titres au total avec Yamaha. Cette M1 46 aux couleurs gauloises. Alors là, on n'a pas le sponsor, mais elle est tout simplement mythique. On a envie de l'avoir dans son salon. Alors dans le musée, on aborde aussi tous les aspects de la sécurité, pas que sur les motos, mais aussi aux alentours, sur les circuits. Ce ballot de mousse très dur, voilà, c'est pour amortir les chocs. Et puis vous avez les différentes peintures, voilà, avec le nom de la peinture, la marque Samoline. Le bitume du circuit, donc on peut constater l'adhérence, le niveau d'adhérence, et puis les peintures modernes qui sont en fait au moins aussi adhérentes que le circuit en lui-même. Pendant des années, on avait des vibreurs et des peintures qui étaient très glissantes en Grand Prix, et maintenant c'est fini. On a beaucoup de sécurité en passant sur le sec, même sur le mouillé, sur les peintures. On est devant la Honda RC 166 de Michael Wood, une 250 absolument mythique, 6 cylindres. Ça veut dire, faites vos calculs, 41 cm3 par cylindre. En fait, c'est moins qu'une mob. Et cette moto, elle était capable de prendre 240 km/h. Elle faisait 64 chevaux à peu près pour 112 kg. 7 vitesses et surtout un compte tour qui montait à 18 000 tours minute. C'est une moto absolument folle et surtout le bruit incroyable. Et on est avec Fabio Muner, le directeur de ce musée de la moto. C'est vrai qu'il n'y avait pas de musée officiel de la moto de la FIM. C'était un manque. Comment vous avez eu l'idée de créer cet espace? Oui, c'était la volonté expresse de notre président. Déjà en 2024, c'était l'année de la célébration du 50e anniversaire de la FIM, d'avoir un lieu pour protéger notre sport et aussi expliquer au grand public, aux jeunes, les différentes disciplines de la FIM, la complexité et la beauté aussi de notre sport et la diversité de notre sport. On a plus de 50 championnats du monde chaque année. Et ici, on va expliquer les 3 grands axes en fait, de notre musée, c'est-à-dire la célébration des héros de la FIM, donc les grands champions qui ont fait l'histoire du motocyclisme dans les différentes disciplines, les développements technologiques entre les premières motos des siècles derrière, comme l'AJS de Leslie Graham de 1949, donc la toute première champion de FIM Grand Prix 500, jusqu'aux motos modernes. Et après, grâce au partenariat avec 27 sociétés de notre industrie, expliquer comme la technologie appris, conçue, développée grâce aux compétitions au championnat du monde FIM, ont développé des technologies et des produits qui aujourd'hui sont utiles pour équiper, faire plaisir en fait à tous les motocyclistes, aux motocyclistes de tous les jours. Alors Fabio, on a envie de savoir, ces motos elles sont exceptionnelles, mais elles viennent d'où? On a cherché sûrement des motos avec un certain palmarès. Presque 90% des motos sont, ou 90% pardon, des motos sont des motos champions du monde et sont des prêts, des collectionneurs privés, des passionnés, ou soit directement par les usines, par les manufacturiers. On a envie de savoir aussi, ta préférée c'est laquelle?
Ma préférée, bon, celle-là, on est à côté de la moto de Marco. Et franchement, moi, j'étais très proche à Marco aussi. Et donc, ça représente même émotionnellement quelque chose. Mais bien sûr, Kenny Roberts ou la 6 cylindres 150 de Mike Elwood, franchement, Mike the Bike, c'est quelque chose. Donc, c'est difficile à choisir. Ah, c'est difficile. Dans cette exposition, on montre aussi l'évolution de l'équipement du pilote, crucial. Là, vous avez une combinaison très moderne, Iker Lecuona. Elle est toute neuve, elle n'a jamais servi, sinon elle serait rayée, hein, parce qu'avec Iker Lecuona, bonjour. Et vous avez l'évolution des gants. Par exemple, en bas, on a les gants de Kenny Roberts, le père. Il y avait 64 pièces dans les gants de Kenny Roberts, le père. Et là, dans les gants Speedy modernes que vous voyez ici, il y a 176 pièces dans une paire de gants Speedy modernes. Donc ça a quand même bien évolué. La dorsale, évidemment, hein, inventée par Denez, peaufinée par Denez au fil du temps. L'airbag. Alors l'airbag qui est devenu obligatoire en compétition, en GP et bien dans plein d'autres catégories, même jusqu'en championnat de France, hein, Superbike. Bien sûr, l'airbag est obligatoire. Petite démonstration. Et ouais, protège les épaules, les cervicales, le dos, bien sûr, les côtes, jusqu'aux hanches. Ça, c'est la dernière évolution de l'airbag Denez. Regardez cette moto frappée du numéro 1, c'est celle de Max Biaggi, l'empereur romain. On est en 1995, son deuxième titre en 250. C'est une moto qui faisait grosso modo une centaine de kilos pour une centaine de chevaux, donc un rapport poids-puissance assez démoniaque. Surtout qu'on est sur du 2 temps, on est vraiment sur une moto mythique des Grands Prix. C'était un pur régal à voir rouler, un pilotage ultra fin avec lequel Biaggi a fait des merveilles. C'est encore une fois une pièce de collection. Alors, il n'y a pas que des motos, évidemment, dans ce musée. Il y a aussi de très belles pièces techniques et des moteurs. Alors, quand on aime les motos, on aime aussi les moteurs. Et là, on a des moteurs racing assez exceptionnels. Ici, c'est le moteur qui équipe toute la catégorie Moto 2, le Triumph. Tout le monde a le même moteur. Ce 765 cm3, il fait à peu près 140 chevaux à 14 400 tours minute. Voilà, une belle pièce. Tout le monde a le même. Et alors là, on a des choses un petit peu plus exceptionnelles. Regardez, ça, c'est un moteur de M1 de l'époque, 800 cm3, donc on est en 2010. Sur l'affiche, plus de 220 chevaux. En réalité, il en faisait déjà bien plus ce moteur. Regardez les fonderies, tout est taillé dans la masse. On est sur un vrai moteur prototype de MotoGP. C'est assez impressionnant et encore plus impressionnant et là beaucoup plus moderne. Ce moteur de Desmos Edici de 2021, 1000 cm3. On est quasiment sur le moteur actuel de Marc Marquez, Pecco Bagnaia. L'affiche nous indique plus de 250 chevaux. En réalité, on est au moins 300 chevaux pour ce moteur. Le dernier d'une génération, en 2027, on revient à des moteurs de 850 cm3. On a ici une pure bête de course. On a aussi ce genre de sculpture art déco dans ce musée de la moto. Moi, je le mettrais bien dans mon salon. Bon, je ne suis pas sûr que ma copine soit d'accord. Plus sérieusement, vous pouvez écouter le bruit de ces échappements titane qui sont absolument magnifiques. Et ce qui est sympa dans ce musée, c'est qu'il y a plein d'écrans partout, vachement didactiques, où on peut faire plein de choses. Et regardez là, si vous voulez comprendre toute l'électronique, eh bien on a des vidéos faites par Manetti Marelli. C'est vachement sympa. Alors en tant que motard, si vous vous baladez, vous voyez bien qu'il y a des GS partout, des BMW GS partout dans la rue. Et bien c'est aussi grâce à cette moto. Hein. En 1980, c'est le début de la première R80 GS. Et là, nous sommes en 1981 avec la moto qui a vu la victoire d'Hubert Auriol, disparu depuis peu, au rallye Paris-Dakar. Donc on a déjà tous les ingrédients d'une BMW R GS moderne, hein, à savoir le moteur bicylindre à plat, le flat twin. À l'arrière, il y avait un cardan, quand même un gros réservoir pour l'autonomie. Mais on voit bien, hein, c'était une moto sans technologie, très très simple. Hein. Dans ce musée, il y a des machines beaucoup plus exotiques que nous, on ne connaît pas forcément, des disciplines très populaires ailleurs, notamment en Pologne. Je veux parler du speedway, du flat track. Regardez ces motos très particulières qui n'ont pas de frein à l'avant, par exemple. Alors moi, celle qui m'impressionne le plus, c'est celle-là, c'est le high speedway. C'est Gladiator qui roule sur la glace. Regardez les pneus cloutés. Ils ont des gants ultra renforcés. Hein. Si on vous passe dessus avec ces pneus-là, attention à votre main. Et ces motos, en plus de ne pas avoir de frein, regardez, elles sont asymétriques. Le repose-pied à gauche, il est ridicule. Forcément, ils ne posent quasiment jamais leur pied dessus. Et on a aussi ces couronnes absolument gigantesques. Évidemment, on n'a pas besoin de vitesse de pointe. Par contre, il faut la meilleure accélération possible, notamment au départ. Donc ça donne ces couronnes un peu improbables. 1991, regardez-moi cette bête. La Yamaha YZE 750T. Je ne connaissais pas bien le nom. En fait, c'est la Super Ténéré, mais c'est le proto usine de la Super Ténéré de Stéphane Peter Hansel. Nous sommes en 1991, c'est le premier de ces 6 titres au Dakar pour Monsieur Dakar, parce qu'il en a eu plein d'autres aussi en automobile. Bon, elle est effrayante cette moto. Regardez la taille. Moi, je mesure 1m68. Elle est donnée pour 194 kg à sec. C'est un bicylindre parallèle, 802 cm3 exactement. Elle est
calé en fait à 270. C'était le premier calage à 270 pour trouver de la motricité. Donc voilà, donc c'était les prémices de ce célèbre calage qu'on a aujourd'hui sur la MT-07, la CP2. Elle avait 5 vitesses seulement, elle développait 75 chevaux à 7000 tours minute. Et moi surtout ce que je voudrais vous dire, c'est la capacité du réservoir. 38 litres à l'avant, 26 litres à l'arrière dans les deux réservoirs arrière. Donc je ne vous raconte pas que le matin à plein et le soir à vide, le comportement de la moto, il devait quand même vraiment changer. Alors évidemment, dans un musée de la moto, il y a aussi de magnifiques motos de tout terrain. Alors ça commence, regardez, avec cette super motard de Thomas Charrer, un des plus grands champions du monde de l'histoire du supermoto, et il est français. On a aussi des motos de cross incroyables. Regarde celle de Mickaël Pichon, champion du monde français aussi en 250. Une sidecar cross, ça c'est une discipline aussi super spectaculaire. Des motos de championnat du monde, de Antonio Chiroli, de supercross, de véritables motos d'usine, elles sont magnifiques. On a une authentique pièce de musée, peut-être la pièce de musée la plus moderne finalement de l'histoire de la moto, puisque c'est la Moto E de Ducati, la V21L, le championnat du monde Moto E qui a été arrêté à la fin de la saison 2025. Alors on ne sait pas quand est-ce qu'on reverra des motos électriques en compétition. C'est l'occasion de l'observer une dernière fois. Et puis c'est aussi l'occasion de voir une magnifique moto de course sans aileron. Et franchement, c'est sympa. Au rez-de-chaussée de la FIM, on découvre une exposition temporaire. Alors pour cette toute première, on navigue dans l'univers du motocross. Alors il y a beaucoup de motocross anciennes, bien sûr. Et là, il y a cette Husqvarna 400 de 68. 1968, en fait, c'est pas compliqué une moto de cross, hein. C'est un peu une moto de route. On a mis des suspensions avec des plus grands débattements, un échappement relevé. En fait, ça fait un scrambler. Le Boulder. Bon, ça nous connaît, hein. Circuit Paul Ricard, le Boulder, on est à la maison là, hein. Quand même nous les organisateurs. Moto de Canepa, la R1 du Yacht, il est derrière qui? Alexis, t'es le spécialiste. Marvin Fritz? Non, je suis pas sûr. Annika. Karel Annika, d'accord. On connaît bien le bruit du moteur du crossplane. Ouf. Défile vite le vibreur là. Non loin de la salle des trophées, on découvre aussi le passé aussi de Georges Viegas, l'actuel président de la FIM et qui est à l'initiative de ce musée. Il y expose une de ses premières combinaisons et puis sa moto, voilà, une 250 TZ préparée par Jackie Germain en 1977. C'est bien de savoir qu'à la tête de la Fédération internationale du motocyclisme, on a un ancien pratiquant compétiteur moto. Voilà Alexis, il est temps de conclure, hein. Qu'est-ce qu'on va retenir de ce musée de la FIM finalement? Moi j'ai adoré ce musée qui vient d'ouvrir. Beaucoup de très belles motos, hein, des motos emblématiques de toutes les disciplines d'ailleurs, ça c'est assez sympa. Et au-delà de ça, surtout c'est un musée qui fait la part belle à toute la course en général, toute la technologie qu'il y a autour, toute l'évolution, l'équipement, la sécurité. Il y a tout un univers à découvrir, très didactique, avec plein d'endroits avec des écrans où on peut explorer un petit peu toute l'histoire de la FIM en compétition. C'est vraiment super sympa. Ouais, alors c'est vrai, c'est pas vraiment un musée des motos de sport, c'est plutôt un musée du sport moto. Est-ce qu'il y a des informations pratiques aussi à savoir? Ouais, alors ce musée, il est ouvert déjà du mercredi au dimanche, de 10h à 18h. Il est à 17 francs 50, 17 francs suisses. Voilà. Ce qui n'est pas très loin de 17,50 €. Vous ferez la conversion chez vous. 2,50 € pour l'audio guide. On vous le recommande vraiment, hein. Beaucoup d'informations, beaucoup de choses à écouter dans les écouteurs fournis. Et puis en plus, il y a l'expérience du simulateur que vous pouvez réserver en ligne à l'avance. Très bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Motorlive, d'activer les notifications. Puis on vous dit à bientôt, hein. Et puis surtout, si vous passez en Suisse, franchement, venez faire un tour au siège de la FIM. Allez.